Inch'Allah, ça sera une conférence, une rencontre, un échange. À un moment donné, on pourra poser des questions, mais plus que ça, on pourra faire des propositions par rapport au déroulement de ce qu'on va vous proposer. Alors, merci à ceux qui sont venus, merci à Madame Forestier, qui est élue, qui est adjoint maire, hein, si je ne me trompe pas, et puis les accompagnants. Merci aussi à Monsieur Lalan, qui est député de la zone sud, qui est à Toulouse, mais qui vient d'Alger. Et puis on va démarrer. J'ai oublié quelqu'un, peut-être Monsieur Schwell de l'association AKL, qui est aussi parmi nous et qui était déjà la dernière fois. Donc on a quelques intervenants qui vont pouvoir exposer certaines idées. Je commence par les invités. Wali Omani, qui va nous rejoindre et qui va intervenir tout à l'heure au sujet de l'investissement. Il va nous expliquer un petit peu. Et pourquoi justement on parle d'investissement? Parce que l'idée est partie il y a quelques mois déjà, et on en a parlé lors de la dernière conférence. L'idée, c'est de participer, de contribuer à ce qui se passe en Algérie et à ce qu'on souhaite qui va se passer dans le futur. Un des éléments importants, c'est le moyen financier. Donc, des idées, des personnes, des compétences, des lois, mais aussi de la finance. Qu'est-ce que peut faire la communauté algérienne à l'étranger de plus, de son capital savoir, on va dire? C'est aussi sa participation financière. Donc c'est là qu'on va essayer d'avoir de la ressource pour notre pays. Comment ça peut être fait? Ça peut être fait par des personnes qui ont des moyens. Ça peut être fait par des gens qui sont dans l'entreprise et qui souhaitent organiser. On en connaît pas mal ici qui sont présents et qui sont déjà en train de fonctionner ici et qui veulent aussi fonctionner un petit peu mieux en Algérie, même si certains ont déjà un pied là-bas. Donc, après la période de la main étrangère, en fait, on va essayer d'avoir le pied de l'Algérien chez lui, un petit peu mieux installé. Et aussi, on a eu une idée, c'est celle d'essayer de mutualiser les économies des Algériens. Il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde, qui ont un petit peu de moyens, et qui ne peuvent pas envisager de faire fructifier leurs avoirs ici. Ça peut être 1000, 5000, 10 000, 50 000 euros. Ils ne pourront pas faire grand-chose avec, peut-être partir en vacances, ou acheter une voiture, ou les laisser à leurs enfants. Donc ces gens-là, s'ils mutualisent leurs économies, ils peuvent constituer un réel fonds d'investissement. Donc, avant d'aller plus loin, on peut avoir un petit chiffre pour avoir par exemple une idée sur les transferts de capitaux des Algériens vers l'Algérie. Selon les chiffres de la Banque mondiale, en 2021, il y a eu 1,8 milliard qui ont été transférés en Algérie. On parle de milliards d'euros ou de dollars, peu importe, mais ce n'est pas des milliards de dinars algériens. À titre comparatif, au Maroc, ça a été 8 milliards. Et en Égypte, c'était 33 milliards. Donc on voit bien que la capacité de l'Algérien à transférer des fonds chez lui est quand même très importante. Maintenant, quand on a envie d'investir, il faut savoir comment investir. Et ici, maintenant, on a Wali Omani qui va se présenter, lui, pour son profil et qui vient d'Angleterre spécialement pour nous parler du code de l'investissement. Wali, je t'invite à rejoindre le micro pour pouvoir nous exposer tes informations, ta vision, ton approche sur la question. Donc, est-ce qu'il vient sur ce micro? Il prend l'autre? Merci beaucoup à Abdelrahman. Abdelrahman d'ailleurs, je pense que tout le monde te connaît, mais est responsable de la zone sud chez GTV. Donc juste si des personnes ici ne te connaissent pas. Donc aujourd'hui, déjà je suis très heureux d'être là parmi vous. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Je sais pas si le micro fonctionne. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est très bien d'être très heureux d'être ici à Lyon. Le thème de la conférence, c'est Algérie, les défis et solutions d'aujourd'hui, investissement, développement et croissance.
On aura plusieurs présentations qui vont être données aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de la loi sur l'investissement. Rapidement, next slide. Donc moi, je suis cadre dirigeant dans l'industrie pharmaceutique. Je suis investisseur aussi dans une start-up en Algérie. Je suis diplômé en entrepreneuriat d'une grande école de commerce en France. D'ailleurs, c'est sympa de revenir un peu en France parce que ça fait quand même plus de 12 ans que j'ai quitté ce pays pour aller dans plusieurs pays dans le monde. Je suis responsable de JJD au Royaume-Uni. JJD que j'ai rejoint il y a 2 ans, en janvier 2020, un peu plus, donc un peu plus de 2 ans, janvier 2021, pardon. Je suis membre du conseil scientifique et aussi je suis membre du conseil national de JJD. Next slide. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle loi sur l'investissement. J'ai écrit une nouvelle loi sur l'investissement, mais elle n'est pas si nouvelle que ça, vu qu'elle date de juillet 2022, donc ça fait quand même un peu plus d'1 an, presque 1 an que cette loi existe. Elle a été publiée au journal officiel numéro 50 du 28 juillet 2022, et elle a pour objet de définir les droits et les obligations des investisseurs qui s'y rattachent et les régimes d'incitation applicables aux investissements réalisés. Abdelrahman parlait tout à l'heure de comment partager les informations avec les membres de la diaspora ou de la communauté algérienne à l'étranger pour savoir comment s'impliquer, comment investir dans le pays, et j'espère par cette présentation vous donner quelques éléments. L'idée de cette loi, c'est de mettre en place une stabilité du cadre légal régissant l'action d'investir. Il y a 5 termes qui sont liés à l'investissement dans cette loi et qui sont définis par l'article 5. Donc il y a le terme investisseur. On partagera avec vous les slides à la suite de cette conférence. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des définitions, mais il y a le terme investisseur, donc en termes de toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente. Et j'ai mis en gras résidente ou non résidente, c'est-à-dire que la loi prend en considération les membres de la communauté algérienne à l'étranger et les non résidents. Donc elle s'applique à nous. Il y a l'investissement de création, donc c'est l'investissement afin de créer une nouvelle entité. L'investissement d'extension, donc de par son nom, l'extension d'une activité qui existe déjà. L'investissement de réhabilitation et la délocalisation d'activités à partir de l'étranger. Donc ça, c'est les termes qui définissent le sujet de l'investissement dans cette loi. Selon l'article 2, l'objectif est d'encourager l'investissement par la réalisation des tâches suivantes, donc développer des secteurs d'activité prioritaires à forte valeur ajoutée, assurer un développement territorial durable et équilibré, valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales, favoriser le transfert de technologies et développer l'innovation et l'économie de la connaissance. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a une grande volonté de développer ce secteur-là dans le pays. Généraliser l'utilisation des nouvelles technologies, dynamiser la création d'emplois pérennes et renforcer et améliorer la compétitivité de l'économie nationale et sa capacité d'exportation. Ensuite, les principes de la loi, il y a 2 grands principes fondamentaux dans cette loi-là. Et je pense que quand j'écoute votre intervention tout à l'heure, Dr Djilali, et certains aspects qui sont repris dans cette loi, on retrouve certains des éléments. Donc la liberté d'investir, donc toute personne physique ou morale, nationale, étrangère ou résidente ou non résidente souhaitant investir est libre de décider de son investissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Et ensuite, la transparence et l'égalité. Tous les dossiers d'investissement sont traités du même pied d'égalité en toute transparence. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'organismes qui ont été mis en place afin de faciliter cela, si c'est des choses que vous ne connaissiez pas. Donc le régime d'incitation, le régime des secteurs, le régime des zones et le régime des investissements structurants. Mais je vais plutôt me focaliser sur le régime des secteurs et les régimes des zones. Le régime des secteurs, c'est en gros les secteurs d'activité qui sont identifiés et qui pourraient être qui font l'objet de cette loi. Donc il y a les mines et les carrières, l'agriculture, l'aquaculture et la pêche, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et pétrochimie, les services et le tourisme. D'ailleurs, dans le tourisme, il y a quand même un certain nombre d'Algériens de la diaspora qui commencent à s'investir de plus en plus dans ce domaine-là. On pourra parler tout à l'heure de certaines réussites qui sont déjà en train d'être en place. Et ensuite, les énergies renouvelables
et nouvelles, et l'économie de la connaissance et les technologies de l'information et de la communication. Là aussi, je pense que c'est un secteur où certains membres de la diaspora ou de la communauté algérienne étrangère ont déjà décidé d'investir dans ce domaine-là, et quelques success stories aussi qu'on commence à voir. Le régime des zones, donc là l'idée c'est vraiment d'aller développer l'investissement dans des zones qui sont reculées ou qui n'ont pas forcément eu la même attractivité par le passé. Donc des localités relevant des hauts plateaux du sud et du grand sud, des localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier par l'État, et des localités disposant de potentialités en ressources naturelles et à valoriser. Je ne vais pas rentrer dans le régime d'investissement structurant, mais on pourra en parler si vous voulez. Alors les organes, ça c'est intéressant aussi. Il y a 2 organes qui sont pris en considération dans cette loi. Donc le Conseil national de l'investissement, qui est chargé de la stratégie de l'État en matière d'investissement, et de veiller à sa cohérence globale et d'en évaluer la mise en œuvre. Et ensuite l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Donc c'est un espèce de guichet unique qui est destiné à collecter, donc à promouvoir et valoriser en Algérie ainsi qu'à l'étranger l'investissement et l'attractivité de l'Algérie en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, informer et sensibiliser les milieux d'affaires, assurer la gestion de la plateforme numérique de l'investisseur, enregistrer et traiter les dossiers d'investissement, accompagner l'investisseur dans l'accompagnement des formalités, gérer les avantages et suivre l'état d'avancement des projets d'investissement. J'ai mis les sites ici, donc il y a le AAPI.dz, c'est l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, et comme c'est écrit ici aussi dans son rôle, elle gère la gestion de la plateforme numérique de l'investisseur qui est invest.gov.dz/fr si vous voulez la lire en français. Voilà, donc je crois qu'avoir fait le tour de la question. Après il y a les mesures qui permettent les mesures fiscales et incitatives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en parler si vous voulez. Merci beaucoup. Merci Wally, merci pour tous les détails qu'il peut nous apporter. Merci pour l'assistance aussi et l'intérêt porté. En fait, Wally pourrait en dire plus. J'ai envie de dire, devrait en dire plus, mais à ce moment-là, on va se limiter à cet aspect-là. Il dispose d'un grand nombre d'informations qui peuvent être transmises. Le but, c'est de donner juste un aperçu et pas forcément rentrer dans le détail, bien qu'on ait besoin de rentrer dans le détail, d'aller plus loin, puisque un certain nombre de personnes ici présentes et même des membres de Jil Jadid ont des ambitions pour le développement et s'investir, etc. Donc, on pourra très bien solliciter Wally. Et dans une série de live qu'on a commencé à mettre en ligne, il y aura une émission complète. Donc, si déjà des questions devraient être posées, aussi bien à Wally qu'aux autres intervenants, il y aura une séquence questions tout à l'heure. Et donc, on va imaginer ce développement de l'Algérie que nous souhaitons tous, que nous chérissons et qui n'arrête pas de nous attirer. On va imaginer qu'on a réussi à capitaliser un petit peu des moyens financiers, à les mobiliser, à être en harmonie avec les lois et règlements. Et à un moment donné, en fait, il faudrait pouvoir franchir le cap et réaliser sur le terrain. Et ça veut dire que c'est un pays très vaste, avec une population qui n'est pas négligeable. Et les besoins sont énormes. Donc il y a plein de jeunes qui ont des idées, plein de personnes, des jeunes ou des moins jeunes, ou des jeunes depuis plus longtemps. Et il y a aussi des besoins. Certains ont des idées, ils ont des lacunes, des problèmes de réglementation à maîtriser, de la finance à mettre en place. Certains ont des espaces, ils ne savent pas quoi en faire, d'autres ont des terrains. Donc comment mettre en synergie toutes ces volontés, toute cette ambition, la canaliser et faire passer l'information pour que nous travaillions en réseau. Donc pour ça, un certain nombre de Jadidiens ont un petit peu discuté et on a une personne qui maîtrise très très bien ce genre d'outils, qui a imaginé une plateforme et qui va nous faire découvrir aujourd'hui. J'appelle Anwar, qui vient du Benelux, on va dire ça comme ça, puisqu'il est entre la Belgique et le Luxembourg, et qui va venir se présenter à nous et nous dire un petit peu plus sur cette plateforme-là.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je me présente. Merci à Abdelrahman en tous les cas pour cette introduction. Merci aussi à Wali pour son intervention qui est très enrichissante. Nous avons pu parler et discuter entre les Jadiliens, en quelque sorte, de toute révolution, en tous les cas numérique, et comment la mettre en œuvre pour les ressortissants algériens à l'étranger. Aujourd'hui, je me présente devant vous en tant qu'expert en informatique, où j'ai fait un parcours de 14 ans sur tout ce qui est technologie, en technologie, et tout ce qui est big data, c'est un petit peu la technologie en pointe. J'ai voulu participer en tant qu'un bon citoyen à cette aventure et mettre en œuvre une plateforme collaborative pour les Algériens de tout genre, qui va permettre de mettre en œuvre toutes leurs idées, tout leur savoir, et le partage, surtout avoir un partage entre les Algériens qui sera le fruit d'une collaboration sur une plateforme numérique. La plateforme s'appelle Oussahin. Oussahin, ça veut dire je participe en français. Et voilà, c'est l'idée, elle est de bien créer des services qui va mettre en relation les freelanceurs qui sont experts dans leur domaine et les investisseurs qui souhaitent élaborer un projet. Et aussi, et on peut créer voilà, par thématique, donc par catégorie, que ce soit une catégorie santé ou dans l'énergie, l'infrastructure, la technologie, dans tout domaine, dans le business aussi, et qui va permettre de matcher entre les deux personnes, voilà, les porteurs d'idées et les investisseurs, pour collaborer mieux et apporter une solution et une finalité à leur projet. Voilà. Ça, c'est l'exemple. Il y a aussi les idées, un onglet qui est vraiment dédié que pour les idées, et qu'il y a un système de vote électronique, bien sûr, voilà, qui va permettre de différencier les bonnes idées des mauvaises idées, et les gens qui veulent participer à ces idées aussi, voilà, ils seront emmenés à interagir avec la personne qui porte cette idée en avant. Il y a aussi un onglet que on a pensé pour l'emploi, en tous les cas. L'emploi, ça va permettre de créer de l'emploi ici en Europe, ou en Algérie, peu importe. Mais voilà, de publier un emploi, un besoin, et que les gens peuvent adhérer ou postuler à cet emploi. Voilà. Ça, c'est la plateforme vite fait. Je vous laisse découvrir par la suite toutes les fonctionnalités de cette plateforme. Mais voilà, en moins, ça va permettre d'avoir une structure derrière pour permettre cette collaboration entre les Algériens. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Anouar. En tout cas, ça a pris juste quelques minutes pour prendre connaissance de cette plateforme, mais vous doutez bien qu'il y a eu plusieurs développeurs et plusieurs heures chaque jour, pendant plusieurs jours avant d'aboutir à ça. En tout cas, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, ben, c'est fabuleux. Mais en tout cas,
c'est aussi au service de gens comme moi qui ne connaissent pas trop ce domaine-là et qui ont besoin de rentrer en communication avec les gens, rentrer en connexion. Donc, je pense que cette plateforme-là, si elle fonctionne, elle aura beaucoup de domaines qu'elle va pouvoir embrasser. C'est-à-dire qu'il y a Abdel, que beaucoup d'ici connaissent et qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, bien qu'il soit de Lyon. En fait, il avait aussi imaginé une idée où les Algériens du monde pouvaient s'interconnecter pour des intérêts dans le monde. Donc, il y a un éleveur en Argentine qui a besoin d'exporter en Italie, et ben, ils peuvent se connecter parce qu'on a d'abord cette fibre d'Algériens, mais aussi ça peut devenir quelque chose qui dépasse l'Algérie. Donc quelqu'un qui a envie d'investir, qui a besoin d'un espace, d'un accès quelconque, quelqu'un qui cherche un emploi, si je dois aller en Algérie mais j'ai besoin d'une voiture, je peux commencer à chercher à la louer, etc. Donc on ne va plus rentrer plus dans le détail, cette plateforme est à évoluer, on va aussi diffuser des lives pour en discuter et récupérer les conseils des uns et des autres. Mais si on a d'abord récupéré des moyens financiers et mis en interaction les gens pour qu'ils fonctionnent, ce n'est pas tout. Parce qu'on va buter contre l'administration qui est devenue plus de la bureaucratie qu'autre chose. Et pour ça, on a eu une réflexion un peu profonde, mais on a eu juste un petit bout de M. Bachir Ezidi, qui est en Allemagne, mais qui a eu des urgences pour aller en Algérie, donc il est à Oran. Mais il nous a interpellé par une vidéo, on a pris un petit bout qu'on a complété par de l'intelligence artificielle. Je vous laisse la découvrir. هذه العقلية لازم تتبدل تاع السلطة عند الإدارة والباقي يتبع ولا ما كان لا الإدارة قالت أنا ما نفهمش في هذه نو دونك كلش يحبس إي سا سي تري نوسيف للتطوير الجزائر. في نفس الوقت ماناش باغيين ندخلوا في قضية أمر وطبق، باغيين مرافقة الجميع يخدم مع بعض سواء كانوا اللي حكيت عليهم للأطراف دركا اليوم. عندنا ثاني نقاط أخرى لازم ناخذوها بعين الاعتبار اللي هي الإدارة تقدر في تطويرها في مسار تطويرها تفكر فيها النقاط. احنا الجزائر مثلا راهي قارة راهي كبيرة، علاش مازال باقيين في المركزية الجهوية والسنتراليزاسيون في ألجيري؟ Oui, notre ami Bachir Yezidi avait raison. La frustration des documents incomplets, dans les institutions algériennes, entraîne une perte de temps et une baisse de productivité. Et nous sommes tous et toutes d'accord que ces procédures administratives complexes avec les déplacements fréquents peuvent entraîner des difficultés financières, ainsi que la frustration chez les citoyens. Ajoutez à cela, les lourdes charges administratives et un manque de transparence peuvent conduire à la corruption et à une perte de confiance dans les institutions publiques. Ces pratiques administratives pourraient fortement entraver la croissance économique et l'investissement dans le pays. L'Algérie se classe au 9e rang en Afrique pour le développement de le gouvernement, avec une marge d'amélioration. Pour simplifier, nous pouvons distinguer deux modèles d'administration, un modèle décisionnel venant du haut et un modèle décisionnel venant du bas. Le modèle décisionnel descendant, actuellement implémenté en Algérie, peut limiter la participation des citoyens, les entités économiques et les différentes parties de la société à l'innovation au sein du gouvernement. D'un autre côté, un modèle de prise de décision ascendant, avec la contribution des citoyens et des entreprises, qui peut conduire à des politiques plus efficaces et inclusives. Gilles Jadid conseille ce modèle avec quelques clés de réussite, afin de libérer le potentiel de l'innovation au sein de la société et au niveau du gouvernement. Premièrement, une plateforme de gouvernement destinée aux citoyens, aux entreprises et aux institutions contribuera à améliorer la communication et la collaboration. La mise en place d'un système d'identité numérique sécurisé serait l'une des clés de l'innovation technologique en Algérie. Les réformes des processus administratifs sont nécessaires pour une mise en œuvre efficace de l'administration en ligne. L'implication de toutes les parties prenantes dans la réforme des processus administratifs est cruciale pour le succès. La numérisation ne doit pas simplement automatiser les processus existants, mais doit également les réformer pour mieux s'adapter aux technologies modernes. Un gouvernement électronique efficace nécessite la collaboration et la contribution des citoyens, des entreprises et des institutions.
Gilles Jadid, vous remercie d'avoir pris en compte ces réflexions sur l'amélioration du système administratif national et le développement économique. Bon, ça c'est très beau, c'est la machine, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que nous soyons tous des robots. Sinon, on ferait une belle conférence avec plein de robots en assistance, avec des robots qui votent, qui décident et qui présentent. Mais il faut garder un petit peu la chose plus humaine. Peut-être que Anouar voudrait rajouter quelque chose sur ce que tu viens de voir. Tu as un rajout à faire? Non. Non? Non, tu rajoutes rien. D'accord, ok. Bon, alors, on va essayer, sans prétendre approcher tous les domaines. Il y a beaucoup de choses dont on ne parlera même pas, hein, que ce soit la formation, le tourisme, la santé, l'emploi, etc. Donc, il y a quelque chose qui est très très important et qui nous touche tous. C'est, une fois qu'on met les pieds en Algérie, c'est les embouteillages. Et c'est la mobilité, et c'est toutes ces choses-là. Et on a un travail qui a été fait par Yassine Mami, qui est ici présent, que j'invite à nous rejoindre. Yassine, il est venu de Paris, il a subi un petit peu les métros ce matin, avant le train. Il est responsable de la zone nord. Je le laisse se présenter et nous présenter ce qui va arriver. La mobilité, ce n'est pas seulement le déplacement, mais aussi les moyens et les services qui le permettent, au service de l'économie et du bien-être des personnes. Or, la mobilité urbaine est source de pollution et de congestion. Mais les enjeux économiques de la mobilité sont axiaux, la congestion coûtant des milliards d'euros par an et causant des pertes critiques pour l'économie mondiale. D'un autre côté, améliorer la mobilité est essentiel pour que les villes restent attractives et compétitives sur le plan du tourisme. Nous savons que la relation entre mobilité et croissance économique est essentielle, où les infrastructures du transport restent un facteur clé pour le développement économique. Cependant, cette relation peut atteindre un point critique, comme on le voit en Chine, où les chemins de fer à grande vitesse ont atteint leurs limites. En Algérie, les infrastructures de transport sont en cours de développement, notamment le métro d'Alger et plusieurs lignes de tramway, avec des projets de monorail. Mais, des travaux supplémentaires sont indispensables pour améliorer la circulation et réduire les embouteillages. Afin d'améliorer la mobilité, Gilles Jadid partage avec vous quelques solutions qui pourraient réduire l'impact de la mauvaise mobilité urbaine sur l'économie nationale. Premièrement, la mise en place de feux de signalisation intelligents, opérationnels 24 heures sur 24. Des mesures incitatives pour le transport en commun, comme les voies de covoiturage. Améliorer la qualité des moyens de transport en investissant dans les moyens équipés de technologies pour le bien-être des utilisateurs. Le stationnement en ville ne cesse de devenir cauchemardesque au fil du temps, c'est pour ça, il faudra anticiper le stationnement dans la périphérie des villes. En ce qui concerne le transport maritime, il faudrait mieux multiplier les bateaux à petite et moyenne capacité, afin de satisfaire la demande croissante. Gilles Jadid vous remercie d'avoir pris en compte ces réflexions sur la mobilité et le développement économique. Améliorer la mobilité est essentiel pour que les villes restent compétitives et assurent le bien-être de leurs habitants. Alors, ce que nous on propose, bien sûr, il n'y a pas de solution magique pour les gens qui viagent à Alger ou ailleurs. Il faut travailler sur deux axes. Le premier, sur les infrastructures, augmenter. Je pense que l'Algérie n'a pas encore atteint le point critique. Donc ça, c'est un point qui est plutôt pris en compte par les autorités. Voilà, donc on ne va pas focuser là-dessus. Le deuxième point, sur les transports et sur la mobilité, on va dire des voitures. Là, il y a deux sous-items, la voiture et le transport en commun. Donc, volontairement, on essaie un peu de séparer les deux. Sur la voiture, ce qu'on souhaite, ce qu'on recommande, c'est mettre en place des ronds-points. Voilà, donc c'est tout bête. Mais ça a montré que les ronds-points, non seulement fluidifient le trafic, mais en plus, elle fait chuter les nombres d'accidents mortels. Voilà. La mise en place des feux intelligents, en fait, ça ne peut marcher que si c'est couplé avec des capteurs, avec des caméras, et qui sont reliés à un centre de régulation. Ce qui devait être mis en place à Alger, mais ça n'a pas été fait, à ma connaissance. Là, on voit très bien qu'il y a des entreprises qui ont mis ça en place. Il y a des villes, notamment Engie, qui a mis ça en place à Rio de Janeiro, avec une série de caméras, des dizaines de caméras partout,
qui communiquent entre elles, qui peuvent être activées à distance, voilà, ou bien par intelligence artificielle. Voilà, donc par exemple, si on voit qu'il y a un bus qui arrive, on peut autoriser le bus qui passe, autoriser donc de passer, parce qu'on priorise toujours les transports en commun par rapport aux transports individuels. On peut par exemple, si on voit qu'il y a un blocage dans le carrefour, on peut stopper la circulation. Enfin, bref, il y a pas mal de techniques qui permettent à distance de réguler ça et de créer plus de fluidité. Ça a été fait encore une fois à Rio de Janeiro. Ça permet donc de réduire les embouteillages de 33%. Donc c'est une ville, c'est pas une petite ville. Hein. Donc ça c'est le point sur les feux et la gestion du trafic. Les voies de covoiturage. Ça a été fait à Alger, il me semble, mais il n'y avait pas de contrôle réel. C'est fait actuellement en Espagne, et souvent c'est accompagné par des radars qui peuvent détecter le nombre de personnes qui sont dans la voiture. Voilà. Donc en gros, si on est qu'une seule personne, ça flash. Voilà. Donc là ça marche bien. Mettre en place le stationnement payant dans les villes, alors vous allez dire que c'est déjà le cas, effectivement, mais qui soit géré par les villes, pas par n'importe qui, et qui soit limité. Voilà, pour fluidifier un peu. Enfin, tout ça, c'est pas nouveau, hein, donc ça c'est mais juste que c'est nouveau un peu pour les villes comme Alger. Instaurer un péage positif, contrairement au péage payant dans les villes comme à Londres, c'est un péage positif quand c'était fait dans la ville de Rotterdam. En gros, pendant des créneaux horaires, si la voiture ne rentre pas donc dans la ville, eh bien, elle peut avoir des réductions sur l'abonnement de transport. C'est tout bête. Et ça marche très bien. Rotterdam, ça fait baisser 15% le trafic. Et puis, enfin, voilà, limiter le barrage fixe de force de l'ordre, parce que ça, c'est quelque chose de très, très... pas très fluide. Sur les transports en commun, en fait, je ne vais pas tout citer. Principalement, vous avez l'intermodalité, relier les gares avec les voies de bus, avec les voies de tram. Alors, il faut que, c'est ça en fait le principe de la mobilité, il faut que tout soit à côté. Les parkings à la périphérie des villes, des offres d'abonnement attrayantes. Voilà, enfin après, donc, je vous laisse découvrir le reste. Peut-être un point sur le transport maritime, qui n'est pas très développé en Algérie. Je sais que à Oran, il y a une ligne l'été, mais Alger, je ne sais pas. En tout cas, donc, il y a des villes qui ont mis ça en place, Istanbul et Mumbai, enfin, en Inde, et ça permet donc de réduire drastiquement le nombre de routes, de voitures sur une route, et c'est pas cher, donc c'est un moyen qui n'est pas très cher. Et donc, je pense que ça peut être bien. Par exemple, à Alger, ça peut traverser donc la baie d'Alger, d'est en ouest, et ça peut, à mon avis, réduire pas mal le trafic routier. Et peut-être un dernier point, je pense que tout ça, c'est bien, mais je pense qu'Alger, elle est un peu, enfin, trop, on va dire, trop chargée, parce qu'il y a tous les ministères, toutes les administrations. Et puis donc l'idée qui a été lancée, ça fait un petit moment, de sortir ça vers une nouvelle ville, ben, ça me paraît la meilleure solution, notamment la ville de Borazoul, qui, je ne sais pas où on est en fait, mais en tout cas, c'est un projet que je pense qui mérite attention, et à mon avis, ça peut être une très bonne chose pour Alger et pour l'Algérie. Merci. Très rapidement, quelques éléments de la mobilité. Merci beaucoup Yacine pour toutes ces recherches, cette documentation, cet exposé. Alors, on va déplacer des personnes, on va utiliser aussi des déplacements pour la marchandise, par les voies maritimes, pour désengorger l'intérieur. Il peut y avoir des longues distances, des courtes distances pour les humains, on peut utiliser les téléphériques et d'autres choses encore pour que ça se fluidifie, que ça s'améliore. Mais aussi, on peut aller un petit peu plus loin pour imaginer une ville où, par exemple, au lieu que tout le monde se réveille à 6 h du matin pour s'engouffrer dans les embouteillages à 7 h du matin, eh ben, on va essayer, pour certains, de se lever un peu plus tôt, pour d'autres un peu plus tard, et de décaler les débuts des activités professionnelles tout au long de la journée. Ne pas interrompre le service public. Si on a besoin d'un document, ben, on peut déjà le faire à distance. Et si on est obligé de se déplacer, ben, on peut le faire à 19 h après le travail ou à midi avant le travail, puisqu'on peut commencer plus tard et finir plus tard et inversement. Donc ça pourrait donner tous ces changements
qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'investissement et beaucoup de savoir, mais un peu de courage, de l'innovation. Et parmi les choses qu'on va déplacer, il y a quelque chose qui nourrit, parce que l'informatique pour certains ça nourrit pas, mais il faut aussi les produits agricoles. Et par rapport à l'agriculture et au développement qu'on veut faire, on a le docteur Khalil qui est à Alger, qui est membre du conseil scientifique, qui n'a pas pu se déplacer et qui nous a fait une petite intervention par vidéo que je vous laisse découvrir. Depuis les années 2000, l'agriculture est une priorité gouvernementale pour diversifier l'économie algérienne. L'Algérie est encore dépendante des importations, surtout en céréales et poudre de lait. Malgré cela, le secteur agricole a un potentiel de croissance important et doit être encouragé pour diversifier l'économie algérienne et assurer la sécurité alimentaire. Les principales productions agricoles en Algérie, céréales, arboriculture, culture maraîchère, agrumes, fourrage, élevage ovin et aviculture. Seuls 20% de la surface est utilisée pour l'agriculture, les contraintes climatiques et la rareté des ressources limitent la production. L'Algérie dispose de points forts et de faiblesses pour établir une stratégie et orienter les investissements. Pour plus de détails, notre ami Khalil Benabid nous a fait une vidéo dans laquelle il nous fournit un aperçu sur le secteur agricole en Algérie. Bon visionnage et merci à vous. Bonjour, je me présente Khalil Benabid, membre du Conseil national de Djadid et président de la commission agriculture au sein du conseil scientifique de Djadid. Je vais traiter avec vous évidemment la problématique de l'agriculture en Algérie. Donc, comme vous le savez, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique avec une superficie de plus de 2 300 000 km² et une population dépassant les 45 millions d'habitants. Donc la surface agricole utile occupe actuellement à peu près 4% du territoire national, soit environ 8,5 millions d'hectares, dont la moitié est occupée réellement par l'agriculture, le reste est en jachère pour diverses raisons. Auquel il faut ajouter les 4,7 millions d'hectares des domaines forestiers, 32 millions d'hectares de zones stépiques et 2,5 millions d'hectares de zones alphatières. Donc l'agriculture contribue à hauteur de 14% du PIB et emploie, avec 11 millions de personnes donc, parmi la population rurale et un nombre d'exploitations agricoles évalué à 1,2 million d'exploitations, majoritairement dominées par les petites exploitations de moins de 10 hectares et les exploitations moyennes en seconde position, les exploitations moyennes entre 10 et 50 hectares. Nous allons traiter d'abord les facteurs les plus limitants pour le développement de l'agriculture en Algérie. En premier lieu, le facteur de la disponibilité de l'eau. La production agricole est intimement liée à la pluviométrie, avec des surfaces irriguées ne dépassant pas 2,7% de la SAU, de la surface agricole utile. Et une situation de stress hydrique devenue chronique à cause des bouleversements climatiques. Cela a entraîné un rabattement général des nappes phréatiques, particulièrement dans le sud, engendrant un sérieux danger sur le système oasien ancestral. Et de ce fait, il est primordial de développer d'autres sources d'approvisionnement en eau, telles que la captation d'humidité atmosphérique, le recyclage des eaux usées et le dessalement d'eau de mer. S'ajoutant à cela, il y a le facteur de la dégradation du sol. Il ne faut pas perdre de vue que plus de 84% du territoire est occupé par le Sahara, qui ne cesse d'avancer. Donc le phénomène de désertification est bien réel en Algérie, nous le vivons au quotidien. Donc ce qui reste des 16% est grignoté malheureusement par la poussée urbaine, notamment dans la plaine de la Métija ou dans la vallée de la Soumane. Donc la préservation des sols est un élément à prendre en considération si l'on veut s'inscrire dans une agriculture durable. Cela passe par un changement radical des techniques et des itinéraires techniques, telles que les méthodes de travail du sol et le choix des fertilisants. Et en troisième position, je noterai le facteur humain à prendre en considération. D'un côté, avec un manque de main-d'œuvre qualifiée, que ce soit dans le domaine technique ou dans le domaine de la recherche scientifique, pour y remédier, il serait nécessaire d'intéresser les jeunes générations au métier de l'agriculture et contribuer ainsi au développement des populations rurales. Et d'un autre côté, une bureaucratie présente à tous les étages, alourdant considérablement toute initiative d'investissement. Pour ce qui est de l'agriculture proprement dit, il existe de multiples possibilités.
notamment dans la céréaliculture, avec le choix d'espèces peu exigeantes en eau, telles que le triticale, le sorgho ou le fonio. Le fonio étant une céréale très cultivée en Afrique subsaharienne, mais également des grandes cultures telles que les légumineuses, le pois, les pois chiches et les lentilles, et autres choses comme les pommes de terre, l'oignon et l'ail. Produits qui peuvent être facilement exportés tels quels ou transformés, ce qui nous renvoie vers les secteurs des industries agroalimentaires avec une quasi-absence des industries de transformation, mis à part la transformation de la tomate, des piments et des fruits à plus petite échelle. Il y a également les secteurs très importants qui sont les cultures maraîchères sous serre ou en plein champ et l'arboriculture fruitière tels que les oliviers, les vignobles, les fruits à coque, les agrumes. Je ne citerai pas les fruits à noyaux et à pépins assez gourmands en eau. Ou l'arboriculture forestière tels que la caroube, le jujubier et les opuntia. Les opuntia étant les figuiers de Barbarie connus ancestralement en Algérie, espèces bien adaptées aux conditions climatiques. Pour ce qui est des opportunités d'investissement, je parlerai dans le domaine agricole, je parlerai en premier lieu de l'aquaculture, en mer ou en bassin dans les régions intérieures, où les élevages aquacoles peuvent constituer un double avantage, hormis la production de protéines, mais également l'enrichissement des eaux en matière organique, ce qui servira par la suite à la fertilisation des sols, car les eaux des bassins seront utilisées par la suite pour l'irrigation des sols. Dans un second lieu, je parlerai des élevages caprins et camelins, qui sont bien adaptés, donc les espèces sont bien adaptées aux conditions climatiques algériennes et nord-africaines en général, et peuvent constituer un substitut aux élevages bovins. Je vous remercie pour votre aimable attention et espère avoir apporté des éclaircissements dans le domaine et vous souhaite bonne continuation. Merci docteur, même si c'est à distance. Il est très très passionnant, on a envie de l'écouter pendant des heures quand on l'a en direct, donc on se réjouit de l'avoir aussi dans une émission. On va lui poser des questions sur le fait qu'avant c'était le grenier de l'Europe, pourquoi ça ne l'est plus, il évoquera beaucoup de causes, beaucoup de raisons et beaucoup d'autres choses dans la culture. J'ai envie de dire qu'en politique d'habitude, surtout en pensant à l'ancien régime, j'ai envie de le dire, et lui maintenant, il est en train de nous parler de jujubier et de beaucoup de choses qu'on a envie de consommer. Mais par contre, dans ce qui nous concerne des investissements, le développement, etc., c'est faire face à une situation où petit à petit, notre ressource principale concernant les exportations, c'est-à-dire les hydrocarbures en premier lieu, est en train de diminuer, la consommation interne est en train d'augmenter, et peut-être dans quelques années, peut-être 15-20 ans, on ne pourra plus exporter. Et entre-temps, si on veut maintenir le seuil actuel, il faudra faire face à un manque de 20-30 milliards, ce qui fait qu'on doit rapidement augmenter de plus ou moins 2 milliards par année si on ne veut pas régresser. Or, nous devons absolument évoluer. Et là, il y a un contexte international particulier qui nous permet de voir les choses autrement. Mais toutes ces questions, j'invite Dr Djilali de venir nous en parler et peut-être de susciter des questions de la part de la session. Merci. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent et de participer avec nous à cet après-midi de discussion. Je ne pense que ce n'est pas vraiment la tradition pour les partis politiques en général. On vient faire beaucoup de promesses et surtout en période électorale. Nous essayons d'entretenir une relation continue avec nos amis, avec les Algériens qui se trouvent aussi à l'étranger, et donc en particulier en France. Nous avons pris l'habitude depuis maintenant une dizaine d'années de faire au moins 1 à 2 conférences en France, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes. Donc merci encore une fois d'être ici. Je saisis l'occasion pour remercier les cadres de Djidjadid qui ont fait cet effort d'organisation, de travail, de présentation de ces différents thèmes. Ça se passe en quelques minutes, mais en réalité, le travail derrière se fait sur
au moins plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Donc ils sont à féliciter. À Jil Jadid, on essaye de mettre en valeur aussi tous ceux qui ont quelque chose à dire, tous ceux qui ont à cœur de faire avancer le projet de cette Algérie-là que nous désirons. Une Algérie où le système politique, l'administration, les différents services accompagnent le citoyen pour travailler à développer le pays, ce dont on a le plus besoin. Pour revenir à la question de l'animateur, de Abdelrahman, l'Algérie a construit depuis 1962 au moins, mais surtout depuis 1971, après la nationalisation du pétrole, l'Algérie a construit son développement autour de l'axe principal des hydrocarbures. C'était tout à fait compréhensible et aussi important de le faire. Dans les premières décennies du développement, l'Algérie revenait de très loin. Elle était en dehors de l'histoire, en fait, depuis plus d'un siècle. Et à partir de 1962, il fallait qu'elle retrouve ses repères, qu'elle se restabilise, qu'elle éduque la population qui était majoritairement analphabète. Il fallait créer un nouveau cadre de vie, donner la chance aux nouvelles générations d'être instruites et de pouvoir participer directement au développement de leur pays. Mais parfois, les bonnes choses peuvent devenir plutôt négatives lorsqu'on en abuse. Et il est clair que l'Algérie n'a pas su à temps se désengager des hydrocarbures comme seule ressource ou comme ressource essentielle pour le développement du pays et pour même son fonctionnement, pour le budget de fonctionnement. Comme chacun le sait, le monde entier a dépassé depuis quelques années, dit-on depuis 2008 au moins, le peak oil, c'est-à-dire ce moment où il y a un maximum de production de pétrole, en tout cas de pétrole conventionnel dans le monde, et que très bientôt nous allons dépasser également ce pic, même pour le pétrole de schiste et les gaz de schiste, ce qui fait que le monde entier est sous stress énergétique. Beaucoup de pays, dont l'Europe, ont pris de l'avance, essayent d'investir beaucoup sur le renouvelable, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, parfois le nucléaire. Mais l'Algérie, jusqu'à présent, reste très largement dépendante des hydrocarbures, tant pour son fonctionnement en interne, dans le fonctionnement de son économie, dans le fonctionnement au quotidien, que dépendante par rapport donc à la rente en devises, puisque le chapitre des entrées en devises est constitué pratiquement pour 95% sur la vente des hydrocarbures. Il faut reconnaître que depuis 2-3 ans, il y a un début d'effort qui se fait pour organiser l'exportation. Selon les déclarations officielles, je ne sais pas si ça se traduit réellement, mais on est passé de 1,5 milliard de dollars équivalent en exportation aux alentours de la fin des années 2018, 2019, 2020 à, pour l'année 2022, à près de 7 milliards de dollars. Ça fait une multiplication par à peu près 3 fois le niveau d'exportation. L'Algérie a besoin d'un budget annuel aux alentours de 60 milliards de dollars. 7 milliards qui sont des revenus sur la base d'autres produits que les hydrocarbures, c'est encore très largement insuffisant. D'autant plus que c'est généralement soit des dérivés de produits d'hydrocarbures ou alors de produits miniers, donc de la matière première. Il faut maintenant que rapidement l'Algérie puisse obtenir au moins une stabilisation de ce niveau de rente, mais remplacée par une rente qui vient du travail, qui vient des services, qui vient de l'industrie, qui vient de l'agriculture.
Comme l'a dit Abdelrahman, nous avons un horizon à peu près de 15 années de production de pétrole. 15 années, c'est très rapide, c'est très vite. 15 ans derrière nous, c'était 2008. 2008, c'est un petit somme, hein, et on se réveille et on se retrouve 15 ans après. Donc 15 ans, quel va être l'état de l'économie algérienne? Et là, théoriquement, on devrait anticiper pour que dans 15 ans, au minimum, on ait toujours à peu près 60 milliards de dollars. Ça, sans compter, bien sûr, la perte du niveau d'achat ou du pouvoir d'achat de l'argent, de la devise. On voit bien que tous les ans, depuis au moins 2 années, les grandes devises, que ce soit l'euro ou le dollar ou d'autres devises, perdent de la valeur pratiquement entre 5 et 10% par an. Donc ça signifie que si on veut avoir le même pouvoir d'achat, il faut continuer non seulement à avoir le même niveau de valeur, mais dans l'absolu cette fois-ci et pas dans le relatif. Ou plutôt dans le relatif par rapport à l'évolution des prix et non pas en valeur absolue. Autrement dit, pour que dans 15 ans on ait l'équivalent de 60 milliards de dollars de pouvoir d'achat aujourd'hui, on peut très rapidement faire la division et voir qu'il nous faut à peu près 4 milliards de dollars de progression chaque année pour pouvoir maintenir le même niveau. Bien entendu, les phases de départ sont les plus difficiles. On peut se contenter de 2-3 milliards par an au début et ensuite espérer que la courbe progresse de manière plus significative, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat en bout de course. Pour arriver à ce type de résultat, il faut d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé autour de nous dans les grands pays qui ont pu se développer très rapidement, sans se comparer, puisque comparaison n'est pas toujours raison, mais pour avoir simplement une idée, la Chine, il y a 20 ans, 22 ans, n'était même pas considérée comme parmi les puissances économiques. Elle était très loin derrière, et en 20 ans, elle a fait une croissance explosive qui était à 2 chiffres au départ, hein, plus de 10%, pour se stabiliser à la fin autour de 5, 6, 7%. Il faut étudier qu'est-ce qui s'est passé, comment ont-ils réussi à faire ce saut dans le développement économique. Il y a d'autres cas aussi connus par le passé ou très récemment. En tout cas, beaucoup de pays ont montré qu'il y avait une marge de croissance qui était possible. Et dans tous les cas, on voit que très souvent ce développement, le take-off, hein, le décollage économique, commence par les préludes qui sont d'abord la formation, la ressource humaine. Elle est essentielle. Il faut que l'Algérie s'occupe très sérieusement de former à un haut niveau son encadrement, et un encadrement en ingénieur, en technicien, en personnes qui sont aptes à diriger les entreprises, à savoir être créatif. Et là, on a besoin vraiment de booster la dynamique de l'éducation en Algérie. Malheureusement, on voit bien qu'à l'université, où il y a énormément d'étudiants, il reste que globalement les filières les plus prisées sont soit les filières médicales ou de droit ou de sciences, les sciences humaines en général, mais pas suffisamment dans les sciences de l'ingénieur, pas suffisamment dans les sciences des technologies. Par contre, pour ne pas avoir à attendre, disons, une génération pour arriver à ce niveau-là, l'Algérie a la chance de posséder un filon exceptionnel en ressources humaines, et on revient forcément à la diaspora. La diaspora algérienne en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, en Amérique du Nord essentiellement, mais au Canada aussi, il y a énormément d'Algériens qui sont bien formés, qui sont bien impliqués dans les réseaux économiques, qui comprennent le fonctionnement
dans le monde de l'économie. Et là, il pourrait être d'un très grand secours et d'une très grande aide pour le système économique algérien. Bien sûr, ils peuvent apporter et contribuer directement par l'investissement, par la création d'entreprises, que ce soit par financement direct ou par financement par mutualisation, comme l'expliquait tout à l'heure Abdelrahman. Mais une grande partie peut être considérée comme un réservoir important de managers qui peuvent réellement aider à un véritable développement des entreprises algériennes sur place ou des entreprises qui peuvent se développer et rayonner à travers plusieurs pays. Donc, cela vous explique notre intérêt particulier pour revenir autant de fois auprès de la communauté algérienne. Comme vous vous en doutez, on n'espère pas d'elle qu'elle nous porte au pouvoir. Elle n'est pas majoritaire dans le vote et n'a pas les mêmes moyens, les mêmes leviers que les résidents en Algérie. Mais nous y pensons toujours en sachant que c'est une chance exceptionnelle pour l'Algérie que de pouvoir mobiliser cette communauté algérienne qui reste très attachée au pays, qui a un sentiment patriotique qui est toujours là, qui a envie de contribuer. Il faut lui donner l'espace dont elle a besoin, il faut lui donner la chance qu'elle voudrait saisir. On ne va pas demander aux Algériens qui sont bien installés de tout transférer, de venir de nouveau habiter en Algérie, d'y résider, d'investir, etc. Pour ceux qui le veulent, le souhaitent, ça serait avec joie. Mais pour ceux qui ne peuvent pas transférer leur vie, et cela se comprend, ils peuvent par contre aider, grâce à cette mobilité, cette fois-ci pas à l'intérieur du territoire, mais aussi entre les pays, de venir aussi, par une différentes formules de coopération, contribuer au développement de leur pays d'origine. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette discussion, puisque la fois dernière, on a parlé un peu plus sur le projet de société, pour rappeler simplement que la volonté de développer un pays sur le plan économique ne se limite pas simplement au choix de la politique économique, et qu'il y a une interdépendance des facteurs de développement et qui touche tout un projet de société. Donc la fois dernière, on avait eu à en parler assez longuement. Un projet de société touche tout autant à la construction de l'État, d'un État performant, qui soit efficace et donc qui soit légitime fondamentalement, qui ait une relation intime avec les citoyens. On a besoin de développer aussi un sens de la nation, c'est-à-dire dépasser beaucoup de crispations, même en interne. Il y a encore des résidus de sentiments qui peuvent être régionalistes, sectaires, etc. Il faudra pouvoir très rapidement construire une identité algérienne qui rassemble l'ensemble des Algériens, qu'ils résident dans le pays ou qu'ils soient à l'étranger. Nous avons également besoin de renforcer toute cette formation, former l'homme, former les futurs cadres, avoir une université puissante, créative, proactive, et enfin mettre en place un système législatif qui favorise la production nationale dans tous les secteurs. Il est important que les Algériens se sentent sécurisés, que le droit de propriété, d'investissement, d'activité soit complètement garanti, tout en maintenant les équilibres sociaux. Il est important aussi que les franges les plus fragiles de la société soient pris en charge, qu'il y ait une solidarité nationale. Le développement doit être pour tout le monde et non pas pour une classe contre ou à l'encontre des autres. Voilà en quelques mots, peut-être juste pour conclure, que ce développement peut se faire sur nos propres énergies, sur notre propre savoir, sur notre propre génie local.
mais que la coopération avec d'autres pays est également importante. Il faut simplement inscrire cette coopération dans le cadre d'un échange équilibré, de respect mutuel, où chacun trouvera son compte, chacun pourra trouver un intérêt objectif, que ce soit la partie étrangère, que ce soit la partie nationale. Merci, et s'il y a d'autres questions à ce moment-là, je ne manquerai pas d'y répondre avec les collègues qui ont déjà intervenu. Merci à vous. Merci, docteur.